C'est plus l'équipe les gars, nous on essaie d'accompagner, on savait qu'on avait besoin de tout le monde peut faire la différence à n'importe quel moment, il faut juste rester concentré parce que le tournoi il est long, tout le monde aura son mot à dire et je pense qu'aujourd'hui ça l'a montré, on a été très solide, l'ensemble du match on mérite et voilà, on est content, on avance, c'est pas à moi de parler de ça, nous on se concentre sur la victoire, on est content et on avance. يعني مبروك للمنتخب الجزائري، مبروك للشعب الجزائري ككل. الحمد لله يعني فوز ما جاش بالسهل، وين وفقني الله عز وجل وين دخلت تقدر تقول اني قطفت ثمار التعب اللي تعبوه اصحابي طيله المباراه. معلومه حصريه مصدر خاص، انا حديث محرز اللي جرى بينه وبين بيتكوفيتش، طلب من المدرب او تشاور معه وطلب منه ان يدخل زروقي وكذلك بولبينا. هذا هو القائد الذي نحتاجه في المنتخب. محرز للمباراه الثانيه التي يقوم فيها المدرب باخراجه. تخيل محرز في وقت ما لا يوجد مدرب بامكانه ان يقوم باخراجه في النسخ الماضيه، لكن اليوم اخرجه للمباراه الثانيه. وبعد ان خرج وهو منهمس وهمس للمدرب وطلب منه أن يدخل زروقي وكذلك بولبينا. زروقي الذي تعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترات الماضية، أكثر لاعب تعرض للهجمات هو زروقي، دخل في المباراة وقدم أسيست. للعلم فقط أنا الوحيد ممكن من الناس الوحيدين الذين يعني دافعوا على زروقي في فترات ما. بس أنت الوحيد وأنت وحيد. وأنا الوحيد. الوحيد الذي يقرأ. لهذا قلت أنا أسعد واحد في اليوم، أنا أسعد واحد. كلنا سعيدين بهذا. صابر وبدر أعطيكم مساحة فرصة. 119e minute, un stade entier suspendu dans le temps, tout un pays qui retient son souffle, et puis l'explosion de joie. On a parlé de miracles, de buts venus de nulle part, mais soyons honnêtes, pendant près de 2 heures, on a surtout vu une équipe algérienne se heurter à un mur. Alors, ce but, c'est vraiment le fruit d'un plan génial ou simplement un coup de chance monumental qui sauve un peu les apparences? C'est fascinant parce que le mot miracle, c'est toujours le plus simple, vous savez, mais c'est souvent le plus trompeur. Ce que certains appellent un miracle, moi j'y vois plutôt une architecture de la patience en fait. Ce n'était pas un coup de chance, non. C'était la conclusion logique, même si elle était tardive, d'une stratégie de démolition face à un adversaire, la RDC, qui avait mis en place ce qu'on peut appeler un catenaccio total. Ils n'étaient pas venus pour jouer, ils étaient venus pour ne pas perdre. La victoire, elle n'est pas tombée du ciel, elle a été patiemment ciselée depuis le banc de touche. Une architecture qui a mis un temps fou à se dessiner alors? Parce qu'avant ce but, le sentiment général, c'était quand même plutôt celui de l'impuissance. On voyait les joueurs s'épuiser, tenter, mais sans jamais trouver la faille. On a frôlé le point de rupture, le match nul frustrant par excellence. Alors décortiquons là cette fameuse architecture. On commence par où? La première pierre, c'est quoi? La première pierre, et c'est la leçon fondamentale de ce match, c'est que la victoire n'appartenait plus aux 11 titulaires. Elle appartenait à tout le groupe. Pour bien le comprendre, il faut vraiment revoir l'action du but au ralenti. Ce n'est pas un exploit individuel, c'est une symphonie jouée par des musiciens qui sortent à peine des coulisses. Le ballon part d'où? D'un premier remplaçant, Hadji Moussa. À qui il la donne? Un deuxième remplaçant, Imad Abdelli, qui enchaîne. Un troisième remplaçant, Rami Zerouki, qui délivre une passe que les commentateurs ont qualifiée de parfaite. Une passe à enseigner, ont-ils dit. Et le coup de grâce? Il est donné par un quatrième remplaçant, Adel Boulbina. 4 remplaçants. C'est ça, la victoire du banc. C'est la preuve qu'un banc profond et surtout utilisé intelligemment vaut parfois plus qu'une superstar sur le terrain. Oui, mais ce qui me frappe, c'est que pour faire entrer ces 4 remplaçants, il a fallu en sortir d'autres. Et notamment, il a fallu sortir Riyad Mahrez, la star, le capitaine, l'icône. Franchement, beaucoup d'entraîneurs n'auraient jamais osé. N'est-ce pas là un pari complètement insensé qui a, simplement payé par chance? Est-ce que vous écartez vraiment le facteur chance dans cette décision, qui aurait pu être vu comme un sacrilège si ça n'avait pas fonctionné? Je n'écarte jamais chance, bien sûr, elle fait partie du jeu. Mais ici, ce n'était pas un coup de poker. C'était un acte chirurgical. C'est la définition même de ce qu'on appelle le coaching gagnant. Le match était bloqué. Mahrez, aussi talentueux soit-il, était pris dans la nasse congolaise, souvent avec 2, parfois 3 joueurs sur lui.
Le sortir, ce n'était pas le punir. C'était changer la nature du problème posé à la défense adverse. Et Petković l'a assumé d'ailleurs. Il a dit que la victoire était méritée, qu'il y a eu un contrôle sur les 2 tiers du match. Ce geste, c'est un message politique envoyé à tout le groupe. Personne n'est indispensable. Seul le collectif et le plan comptent. Et l'adhésion, elle a été totale. Écoutez Aïssa Mandi, le capitaine après la sortie de Mahrez. Il parle d'un état d'esprit irréprochable. Et il insiste sur le rôle de ceux qui jouent un peu moins mais font la différence. C'est la validation du vestiaire, ça. D'accord, le plan est validé par le vestiaire, je veux bien. Mais le héros du jour, Adel Boulbina, lui, il semble presque s'excuser d'avoir réussi. Quand il parle d'un Taoufik Minandi Robbi, une réussite qui vient de Dieu, quand il avoue qu'il n'imaginait même pas la beauté de son geste, on a l'impression d'assister à un paradoxe total. Une stratégie froide, calculée, qui aboutit à un acte de pure magie presque, inconscient. Comment la stratégie peut-elle revendiquer un geste qui semble échapper à son propre auteur ? Ah, mais c'est là que la préparation rencontre l'opportunité. C'est toute la beauté de la chose. Le mot que Petković a utilisé pour décrire Boulbina est crucial. Il l'a appelé son joker. Un joker, ce n'est pas une carte qu'on joue à hasard, n'est-ce pas, Harold ? C'est la carte qu'on garde pour le moment précis où elle peut renverser la partie. Petković a ajouté qu'il était ravi quand les joueurs sont concentrés devant le but. Ce que Boulbina décrit comme de la magie ou une aide divine, son coach, lui, le voit comme le résultat d'une concentration maximale au moment clé. Le plan de Petković, ce n'était pas de dicter le geste de Boulbina, c'était de créer les conditions pour qu'un tel geste puisse exister. À la 119e minute, il a mis le bon joueur au bon endroit et surtout au bon moment. Admettons, ils ont réussi à faire sauter le verrou d'une forteresse. Mais le décor, il change radicalement maintenant. Après le siège, c'est une bataille en rase campagne qui s'annonce contre le Nigeria. Le jeune Hadj Moussa a d'ailleurs résumé ça par une formule un peu simpliste, non ? Ils ont Victor Osimhen, nous avons Riyad Mahrez. Est-ce qu'on ne retombe pas immédiatement dans le piège du culte de l'individu alors qu'on venait justement de célébrer la fin de ça ? Ça c'est une rhétorique pour la galerie, une petite phrase pour galvaniser les supporters. Et c'est de bonne guerre. Mais il ne faut surtout pas croire que c'est la pensée du staff ou des cadres. L'analyse de Mahrez lui-même, elle est infiniment plus subtile et bien plus révélatrice de la vraie préparation tactique. Il dit, et c'est la clé, « Avec le Nigeria, c'est un match difficile, mais ils ouvrent le jeu, on peut jouer ». Il oppose directement le catenaccio congolais au style nigérien. Le Nigeria, historiquement, ça ne ferme jamais le jeu. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement « on peut jouer » ? Ça semble être une bonne nouvelle, mais j'imagine que c'est aussi un énorme danger. Exactement. C'est là qu'on passe d'une guerre de position à une guerre de mouvement. Quand Mahrez dit « on peut jouer », il veut dire que ses coéquipiers et lui, ils pourront exploiter les espaces entre la défense et le milieu nigérien. Des espaces qui n'existaient tout simplement pas face au bloc congolais. Ce sera un match pour les passeurs, pour les joueurs qui voient le jeu. Mais c'est une arme à double tranchant, parce que ces mêmes espaces, des joueurs comme Victor Osimhen ou Ademola Lookman, ils les adorent. Osimhen, il n'a besoin que d'1 mètre d'avance pour être inarrêtable. Lookman, avec ses dribbles, peut transformer n'importe quel espace en une situation de but. Le défi pour la défense algérienne, pour Mandi ou Aït Nouri, ce sera de gérer cette profondeur en permanence. Ce sera plus un combat physique à l'arrêt, mais un duel d'intelligence tactique et de vitesse. Mais pour mener cette guerre de mouvement, il faut des soldats frais. Or, Petković lui-même a tiré la sonnette d'alarme. Il a parlé d'une guerre physique intense contre le Congo, de joueurs fatigués et épuisés. Cette victoire héroïque n'a-t-elle pas été une victoire à la Pyrrhus ? Est-ce qu'il n'arrive pas déjà à court de carburant pour la vraie bataille ? C'est l'inconnu majeur. Et c'est l'enjeu principal des 4 jours de préparation. Petković a été très clair là-dessus. La priorité absolue, avant même de parler de tactique contre le Nigeria, c'est la récupération. Il faut retrouver son souffle. C'est une course contre la montre. Et c'est là qu'on va voir si la stratégie du coach était une solution pour un match ou une philosophie pour tout un tournoi. La profondeur du banc, qui a été l'arme fatale contre le Congo, va être testée à un tout autre niveau. On ne parle plus de faire entrer des joueurs pour forcer une décision, mais peut-être de devoir aligner une équipe avec plusieurs changements juste pour garantir la fraîcheur physique. C'est le 2e grand test de la doctrine Petković. Et à cette fatigue physique, il faut ajouter une pression psychologique qui me semble absolument démesurée. On a tous vu les images d'Adel Boulbina en larmes après son but qui évoque ce public. Sa phrase m'a marqué. On peut jouer en Inde, on trouve des Algériens. Il décrit des scènes folles, des supporters qui viennent à l'hôtel sans billets, qui ont tout quitté.
Historiquement, cette ferveur, cette attente immense, n'a-t-elle pas souvent été un poison qui a fait craquer l'équipe dans les moments décisifs ? Vous mettez le doigt sur le point le plus complexe et le plus volatile. C'est l'arme à double tranchant par excellence. Cette pression a, par le passé, pu inhiber des générations de joueurs. C'est vrai, la peur de décevoir peut paralyser. Mais tous les signaux que cette équipe envoie actuellement, ils semblent indiquer qu'ils ont réussi pour l'instant à retourner cette arme. Les déclarations des joueurs sont révélatrices. On a un Ryan Aït-Nolley qui martèle vouloir tout donner pour ce maillot. On a Aïssa Mandi qui, au lieu de parler de star, loue l'envie d'aider l'équipe des remplaçants. Il y a un sentiment de responsabilité partagée. La pression n'est plus subie individuellement, elle est mutualisée, transformée en force collective. C'est un récit magnifique, mais est-ce que ça résiste à la réalité d'un match à élimination directe contre un géant du continent ? Cette unité, elle ne risque pas de voler en éclats la première erreur, au premier but encaissé ? C'est tout l'enjeu, mais je pense que la clé se trouve dans une autre phrase de Boulbina. Après avoir parlé de la joie des supporters, il dit « Quand on est la raison de leur joie, c'est un grand honneur. » Il ne parle pas de pression, il parle d'honneur. C'est un changement sémantique qui est fondamental. Il ne voit plus le public comme un juge, mais comme une responsabilité qu'ils sont fiers de porter. Cette symbiose, cette conscience que le sport dépasse largement le cadre du terrain pour devenir un exutoire social, un rare moment d'unité nationale, ça semble être au cœur de leur résilience. Ils puisent leur énergie là-dedans. Et c'est peut-être leur atout le plus imprévisible, celui que les Nigériens ne peuvent pas préparer sur un tableau noir. Le rendez-vous est donc pris. Samedi, 17h à Marrakech, Algérie-Nigeria. L'affiche médiatique, c'est Mahrez contre Osimhen, bien sûr. Mais après notre discussion, j'ai l'impression que le véritable affrontement, il se situe ailleurs. Exactement. C'est une opposition de philosophie. D'un côté, une équipe nigérienne constellée de talents individuels exceptionnels, capables de fulgurance à tout moment. De l'autre, un collectif algérien qui vient de prouver, de la manière la plus spectaculaire, que sa force réside dans son unité, sa profondeur de banc et la vision de son stratège. Le match se jouera autant sur l'échiquier tactique que dans les têtes. La question finale, donc celle qui va nous hanter jusqu'au coup d'envoi, est la suivante. Est-ce qu'un système collectif, aussi soudé et méticuleusement préparé soit-il, porté par la ferveur de tout un peuple, peut réellement contenir et vaincre la magie pure, l'imprévisibilité du génie individuel, ou bien, à la fin, est-ce que le talent d'un seul homme sur un terrain finira toujours par avoir le dernier mot sur la plus brillante des stratégies ?